Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'était un petit point de la commission déchets sur notre front sur les décharges sauvages. Dans le document papier qu'on va vous donner, mais qui aussi, vous avez ici l'accès direct à la carte interactive sur notre site, où on a mis toute une série, une soixantaine de décharges sauvages, ici avec quoi. Juste un petit rappel, le problème des décharges sauvages pour nous, c'est un système qui est vraiment un système, on ne va pas dire mafieux parce qu'on ne va pas être un truc en diffamation, mais un système mis en place assez bien organisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on déconstruit, quand on démolit quelque chose pour reconstruire, les déchets doivent être triés, il va y avoir des filières, et ces déchets doivent être amenés dans des sites de stockage, les SDI, parce qu'il y a des déchets qui peuvent être recyclés, les parpaings, il y en a d'autres qu'il faut amener dans des endroits qui sont plus dangereux, qu'il faut amener dans d'autres endroits, s'il y a de l'amiante, de la dax, s'il y a du plâtre dans d'autres endroits. Donc, ça coûte pour le transporteur qui va porter ça, ça va lui coûter X euros la tonne, suivant la dangerosité du produit. Quand il y a un appel d'offres, le transporteur qui joue le jeu, eh ben, il intègre ses prix. Le transporteur qui s'est fait une réserve de trous en pleine campagne, dans un terrain agricole, etc., il fait une offre qui, évidemment, est plus basse. Donc, l'aspect pervers du système, c'est que, ou bien on fait pareil, ou bien on coule. Donc, c'est ça. Ce système-là, on l'a dénoncé, on a fait des réunions, notamment en sous-préfecture, où la sous-préfète a eu, de l'époque, M. Seguin a eu l'oreille attentive. Et donc, aujourd'hui, on a gagné toute une série de procès, et on va continuer à en gagner, je pense. Parce que nos affaires ne sont plus classées, elles arrivent au tribunal, et les contrevenants sont soumis à des amendes à nous verser, à verser à l'État, etc. C'est un aspect répressif, c'est pas le seul aspect répressif qu'on avait donné. Vous avez sur notre site, vous avez ça aussi, c'est notre position, où on a fait des courriers en direction des syndicats agricoles pour les mettre en garde. On a fait 2 fois des envois en nombre de dossiers en direction des mairies, car c'est eux qui ont le pouvoir de police. On a proposé qu'il n'y ait pas de permis tant que les filières ne sont pas établies au niveau de la déconstruction, que ce soit au SCOT, etc. Et depuis maintenant 1 an et demi, on a commencé à faire un travail en direction des maîtres d'ouvrage qui ont la part belle parce qu'ils font signer les contrats. Et quand on chope le transporteur en train de le mettre, il dit ah mais nous on avait signé un contrat, c'est la faute du transporteur. Or le maître d'ouvrage il sait bien qu'au prix où il paye par rapport à d'autres prix, il sait, rien qu'en comparant le prix, il sait où ça va partir. Donc de plus en plus, il y a des endroits qui nous semblent emblématiques, ou parce qu'on considère que le transporteur c'est une locomotive du système, on va au tribunal. Parfois, on va voir le maître d'ouvrage. On a commencé aussi à voir le Aldaï. Voilà, merci, on est en contact. Et également des collectivités locales qui sont maîtres d'ouvrage. Voilà. Donc on fait aussi ce travail-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus que l'aspect répressif. On va dire qu'on note un léger frémissement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hostilité des transporteurs, qui était presque physique à un moment donné, quand on a fait des conférences de presse, des conférences publiques, les réunions publiques à CMP, ça a été limite. Aujourd'hui, on est un peu moins de pression, mais ils sont en train de changer un petit peu de système. C'est-à-dire on a des locomotives, par exemple, du système qu'on vient de dénoncer, qui aujourd'hui vont créer leur propre ISDI. Comme il y a une simplification administrative, que souvent c'est une déclaration et pas une autorisation, c'est pas tellement contraignant,
Donc on sait que nous, il va falloir qu'on s'adapte pour surveiller ces SDI. Mais il y a un début de changement, mais vous allez voir que ce n'est pas suffisant. Donc aujourd'hui, on va vous montrer trois décharges récentes. Hein, ça n'empêche pas, je disais tout à l'heure qu'on est allé vérifier Biodos et qu'il y en a bien d'autres. Et donc vous pourrez aller voir sur le site, sur la carte interactive. Donc ici, nous sommes sur la Humer. On va prendre les dossiers où on passe rapidement. Vous avez reçu par courrier, mails hier soir Oui, alors, où je suis là non. Là, voilà, la Humer, voilà ce qu'on peut trouver sur le versant qui descend sur un ruisseau. Voilà. Donc, ici... Alors, pour la Humer, c'est à Bayonne Nord. Bayonne, c'est... Oui, ça donne, c'est à peu près, on y accède... Par Saint-Frédéric. La zone Saint-Étienne, pardon. C'est la zone Saint-Étienne, ouais. Voilà. Donc, on vous passe rapidement. De toute façon, pour y aller, il n'y a pas de problème. Si vous prenez nos dossiers, voilà nos dossiers. C'est comme ça que je fais, M. Victoire. Voilà. Vous voyez, c'est ici. Là, c'est le feu qui a Saint-Étienne. Saint-Étienne, voilà. À Saint-Étienne. Et c'est là. Donc nous, on y est accédé évidemment par là-bas, par l'intérieur pour prendre les photos. Voilà, ici vous avez la carte pour y accéder, donc c'est assez facile. Vous voyez qu'il y a un ruisseau. Le ruisseau qui est impacté, c'est la limite entre Bayonne et Tarnos. Et derrière, il a fallu d'abord qu'on prouve à Bayonne que c'était à Bayonne pour qu'ils puissent venir et que les services avertis soient ceux des Pyrénées-Atlantiques. Voilà, vous voyez que c'est le derrière d'un garage. Ici, et que c'est au PLU en zone boisée classée. Voilà, ici, avec en vert, la zone qui est verte, c'est une SNF de type 2, c'est-à-dire une zone protégée. Donc voilà, quand on est arrivé par derrière, voilà ce qu'on a pu constater. Vous voyez en particulier le plâtre. De la troisième, le plâtre est extrêmement nocif pour les cours d'eau. Voilà un petit peu, et voilà, et en haut, ça c'était en haut, derrière le garage, prêt à être poussé quand on est intervenu. Non, par contre, si vous arrivez par la route, vous arrivez par là, et il faut que vous rentriez par ce que vous disiez, il faut rentrer par ce portail, ce qui est une propriété privée, par laquelle donc on n'a pas accédé. Le terrain appartient à la garage ? Oui. Donc il est au courant et il a eu des visites à la suite de notre signalement, il a eu des visites. On va en parler tout à l'heure. Je vous montre justement une lettre que je vous demande pas, que je vous demande pas rendre publique, mais pour montrer une lettre. Ça c'est une lettre qui vient de l'Adréal. S'il veut descendre, je vais descendre trop. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc ils ont été sur place. Ils ont vu des déchets non dangereux, gravats, etc., mais bon, interdits dans cette zone évidemment, et des déchets inertes, mais aussi des déchets non inertes, le plâtre, et des déchets divers, bois, plastique, etc. Donc ils disent cependant les activités ne relèvent pas de la nomenclature des installations classées. Le volume de l'entreprise, c'est un petit garage, ne relève pas des installations classées. Et cependant, l'abandon, le dépôt de déchets par l'entreprise étant contraire, nous avons adressé un courrier à l'exploitant pour lui rappeler les règles et nous lui avons demandé de retirer tous les matériaux non inertes. Alors, évidemment, il n'a pas été retiré. Il a retiré les matériaux qui étaient sur le dessus en attente d'être poussés, mais il n'est pas passé dans le Talweg pour trier le Talweg. Ils ont aussi adressé un courrier au maire de Bayonne, qui est l'autorité de police, et donc il y a eu un PV de la mairie qui a été dressé, et tout ça, ça a été transmis au procureur. Et nous-mêmes, on va se porter partie civile là-dessus. Voilà le type de choses qu'on a. Ce document,
je vous le mets juste pour montrer qu'on peut avoir de bonnes relations avec les services de l'État, parce que ça nous intéresse, nous, de savoir, quand on l'a signalé, si on a des réponses des services de l'État. Ça permet de dire, voilà, vous voyez qu'ils dramatisent moins que nous, mais ils ciblent, comme nous, les déchets non inertes, et les bois classés, la SNIEF, etc. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous, qui valide notre signalement et qui donne des détails sur les volumes et choses comme ça. Donc, vous voyez, avec l'Adréal, ça se passe là, ça se passe particulièrement correctement. Ça ne sera pas tout à fait toujours le cas, et on introduira tout à l'heure un autre truc comme ça. Bonjour. Ensuite, je passe rapidement sur... Ah non, je vais tout effacer là. Bon, ça c'était donc la humeur. À CMP15, vous voyez CMP15, on a déjà à 15 décharges sauvages sur CMP. 16. Et comme après on va vous présenter CMP16, on a déjà à 16 décharges sauvages sur CMP. Sur CMP15, nous avons encore là une locomotive du système, c'est les frères Salaberry, Jean-Pierre et Joseph Salaberry, l'entreprise SLTP, Sergent de Luz Travaux Publics et Société Lusienne de Matériaux. Ça fait 3 ans qu'ils ont été condamnés à 70 000 euros, je crois, c'est ça. Mais ils ont fait appel pour 2 choses, pour un ruisseau qui contestait, ils ont perdu. Et ils ont fait appel pour l'amende. Ils devaient passer le 5 décembre. Et le 5 décembre, il y a grève des avocats, etc. Ça a été encore reporté. Donc pour le moment, ils jouent la montre. Mais bon, c'est les mêmes qu'on a attrapés sur le Baltrap de Tarnos, etc. Donc là, ici, c'est sur CMP. Et là, c'est... Ah non, là, c'est pas la SML. Je me suis trompé. Ici, c'est pas la SML, c'est CMP16. CMP15, c'est à Bournag. À Bournag, donc on sait d'où viennent les déchets, etc. Mais c'est une décharge qui existe depuis pas mal de temps. Donc on la situe ici. Et elle est à cheval sur une zone boisée classée qui a été entamée. Et vous voyez qu'en dessous, il y a un cours d'eau à moins de 100 mètres. Alors, vous voyez là c'est les photos par Google. Vous voyez la décharge. Et là, ouais, là, ce qui est en grillagé vert, c'est les bois classés. Ici, il y a plusieurs apports. Il y en a des anciens et il y en a des nouveaux. Et on a fait le calcul, on a estimé le volume à environ 12 000 mètres cubes d'apport ici. Donc là-dessus, on a fait un courrier au maître d'ouvrage aussi, qui nous a envoyé un accusé de réception, qui nous a envoyé une lettre en disant qu'il saisissait le transporteur. Et donc, on attend la suite. Ici aussi, sans doute, on ira au tribunal parce que c'est un volume très important. Voilà pour celui-là. Je m'échappe là, monsieur Victor, je dégage. Vous les appelez. Pour passer à CMP16. Vous voyez, je vous les passe rapidement. Hein. C'est des types de... C'est CMP16 qui est avec les frères Salaberry. C'est aussi sur CMP que est transporté tout ça. Ça vient d'où? Ça vient d'un... Donc là, vous pouvez les situer. Il y a les choses du cadastre. Donc si vous voulez y aller, vous pouvez les situer. C'est sous les poteaux télégraphiques. Ils avaient posé une demande de déclaration. La mairie avait refusé. Ça ne les a pas empêchés de continuer. Voilà, c'est ici. Et en dessous, notre photographe acrobate, Jacques, est allé ici, à l'endroit, c'est ici derrière, au 73 avenue d'Espagne Anglette. Vous voyez, la déconstruction. Vous voyez qu'en plus du système qu'il gagne de l'argent parce qu'il ne dépose pas, il ne paye pas dans les... Il ne trie pas. Parce que normalement, on trie, on met les ferrailles d'un côté, les graviers de l'autre, le bois de l'autre.
ils ne trient pas. Donc, vous voyez à quelle rapidité on prend la maison déconstruite et à quelle rapidité on l'évacue. Donc, non seulement ils gagnent de l'argent parce qu'ils ne payent pas le dépôt, mais en plus, ils gagnent un temps inouï à ne pas trier. Et donc, ici, on a la sortie des camions, vous les voyez, donc les semelles, etc. Et là aussi, donc, nous allons sans doute entamer une nouvelle procédure. Ça sera la Xème contre les deux frères Salaberry en particulier. Voilà. Ah oui, pour si vous voulez. Bon, après, ouais, ici j'en ai d'autres. Ouais, bon. Les 3 nouveaux dépôts là. Là, 3 nouveaux dépôts. On a revisité donc Biodos parce qu'il y a eu une remise en état extrêmement mal faite, qu'on ne peut pas appeler une remise en état. Et il y en a d'autres qui sont en cours. Donc, vous avez compris, pour nous, il s'agit, de mettre fin à une façon de faire, et 2, d'impliquer les municipalités qui ont le pouvoir de police, et qui sont aussi d'impliquer les SCOT, les PLU, etc., de manière à ce qu'il n'y ait pas d'autorisation ou de permis de construire, tant qu'on n'a pas une traçabilité des déchets et des bordereaux, etc. Voilà donc ça, on va passer maintenant à la seconde. Quelle que soit la dimension du permis de construire ou vous fixez un seuil. Oui. Non. Bon, il y a des fois, on choisit la dénonciation, on choisit de rencontrer le maître d'ouvrage, etc. Parce que ça nous semble, nous, on cherche une solution. Mais il y a des fois, on va au tribunal. Je peux vous dire qu'au point de vue finance au CAD, ce que je veux dire, c'est que vous privilégiez les gros projets. Voilà, et puis surtout les gens qui sont des locomotives, parce qu'il y a des gens qui sont sous-traités, etc. Bon, donc, ceux qu'on considère comme une locomotive, on ne les rate pas. Sur des petites décharges, etc., on peut faire un travail, voilà, on va voir la mairie. Parliez des récidivistes, les frères Salaberry. Oui, Irachabal. Au total, vous avez identifié combien de contrôles? Ça dépend. Arbichat, il a été condamné. Lago a été condamné. Jean-Michel Salaberry a été condamné. C'est un autre frère qui a une autre société. Un troisième frère. Voilà, eux, ils sont en train de faire traîner tout ce qu'ils peuvent. Voilà, Irachabal, on va bientôt le faire condamner, parce que lui aussi, il a fait traîner aussi ce qu'il fallait. Voilà, des gens qu'on a dans le viseur. 4 ou 5, quoi, condamnation. Voilà, on a un peu plus d'affaires, mais une affaire comme ça met 3 ans à la justice pour arriver. Voilà, donc vous voyez un peu. Et puis, ça nous demande un boulot assez important. Voilà, on sait qu'Irachabal sur Biodos, il va dire j'ai fait la remise en état, j'ai une attestation comme quoi je l'ai faite, et donc nous, il faut qu'on y reparte pour au tribunal dire la remise d'état, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un travail qui est un peu plus long, minutieux, mais qui aujourd'hui remet un peu en cause ces systèmes-là, un petit peu. Avec, sans doute, pour certains, d'autres façons de contourner la loi. On s'attend à d'autres façons de contourner la loi. Mais maintenant, on va passer au second point. On va dire donc qu'on continue à faire ça. Et qu'on continue donc avec les maîtres d'ouvrage, parce que ça nous semble important que les maîtres d'ouvrage soient impliqués, parce que sinon ils s'en tirent tranquillement. Je vais vous expliquer pourquoi. Si oui, vas-y. En fait, le Code de l'environnement précise bien que le producteur de déchets est propriétaire des déchets jusqu'à son élimination dans des formes réglementaires. Ce qui veut dire que les maîtres d'ouvrage qui ont un projet immobilier en tant que promoteur, lorsqu'ils démolissent une maison ou un immeuble, ils ont l'obligation de veiller à ce que ces mêmes déchets aillent dans des ISDI appropriés après avoir trié les déchets. Alors notre objectif est qu'effectivement, à terme, leurs responsabilités soient engagées, qu'ils prennent conscience que c'est pas en fermant les yeux qu'ils vont faire avancer les choses. Il y a assez de sites. Non.
Alors, donc, dans notre brochure, on insiste aussi qu'on souhaite qu'il y ait des sites environ dans un rayon de 15 km. La sous-préfète a choisi, nous on disait tous les 15 km, elle a choisi des rayons de 30 km, ce qui veut dire à peu près presque la même chose, une certaine densité pour pas qu'ils aient l'alibi de dire on ne sait pas où les mettre. Donc, il y a cet aspect-là, on siège aussi à Villata-Garbi, on y travaille là-dessus. Mais il n'y a pas que l'aspect site de stockage pour nous. Nous, ce qu'on insiste beaucoup aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait des sites de recyclage. Parce que les parpaings, le béton, etc., ça se broie et ça se réutilise. Il y a des endroits où il y a des chantiers, où c'est broyé sur place, ça sert de ce qu'ils appellent le hérisson au niveau du démarrage de la construction, ça peut servir sur le parking, etc. Quand c'est du béton, pas le plâtre et compagnie. Donc, il y a un recyclage qui est intéressant, parce qu'à ce moment-là, le camion qui amène les déchets plein, quand il revient, au lieu de revenir à vide, il peut revenir avec un camion plein aussi de parpaings broyés. Donc ça peut être intéressant. Pour eux aussi, ça peut être intéressant aussi pour le maître d'ouvrage, parce que le maître d'ouvrage, il paye l'évacuation, mais après, il paye les pierres de carrière, etc., qui vont servir de base au parking, etc. Donc, voilà, c'est quelque chose qui peut intéresser aussi le maître d'ouvrage, et puis qui nous intéresse tous au niveau de... Parce que le sable est en voie de disparition au niveau planétaire, et donc il va bien falloir s'y mettre un petit peu. Le second point qu'on va vous présenter, c'est, vous avez vu que le BTP a fait une interview, a été interviewé par Sud-Ouest, et ça nous a un petit peu interpellés. Donc ça, c'est toi qui va le présenter. Le truc du BTP. Oui, dans Sud-Ouest, il y a eu un article du vice-président de la Fédération départementale du bâtiment et des travaux publics. Et ça nous a interpellés un peu, parce que il y a des points sur lesquels on est complètement en phase avec eux. Il y a des points où on est en désaccord, puis il y a des points où, effectivement, c'est un peu mitigé, ça aurait besoin d'être complété. Alors, les points sur lesquels nous sommes, le cas en accord avec la Fédération du bâtiment, c'est sur la responsabilité des donneurs d'ordre, donc des maîtres d'ouvrage, qui sont en fait en grande partie responsables de la traçabilité des déchets, vu ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que propriétaire des déchets, c'est eux qui doivent assurer la traçabilité des déchets jusqu'à la zone de stockage final. Là aussi où on est d'accord avec la Fédération du bâtiment, c'est sur l'insuffisance des solutions de stockage, chose que nous avons dénoncée et pour laquelle nous concourons pour la peine avec laquelle nous concourons avec Villata-Garbi pour essayer de voir de quelle manière positionner ces aires de stockage sur le territoire de l'arrondissement de Bayonne. Et puis, on est d'accord également avec la Fédération du bâtiment sur la nécessité de créer un maillage des centres de traitement de déchets. C'est-à-dire qu'en fait, plus les centres de stockage seront à proximité, plus ce sera facile pour les entreprises de stocker ces mêmes déchets. Là où on est en désaccord, c'est lorsque la Fédération du bâtiment estime qu'elle est traquée par les associations et les services de l'État. Bon, on s'est senti un peu visé, dans la mesure où le cadre fait partie des associations. On ne traque pas, hein, c'est une de nos missions, effectivement, qu'on a bien voulu faire, de chercher ces décharges qui ont un impact sur l'écologie et l'environnement. Et on insiste, nous, comme le service de l'État, sur la nécessité de déconstruire et non pas de détruire. Et sur la nécessité également de trier les matériaux et de créer des filières de traitement, de réemploi et de recyclage des matériaux. Ensuite, là où on n'est pas d'accord du tout, c'est lorsque la Fédération du bâtiment se décharge, excusez-moi le jeu de mots, en disant que ces décharges incombent marginalement aux entreprises des BTP, des travaux publics. Le terme marginalement, c'est pas tout à fait ça, puisque sur la soixantaine de décharges que l'on a recensées et vues, il n'y en a aucune qui provient de particuliers ou autres.
Ensuite, là, on n'est pas d'accord également, c'est que, bien entendu, ils estiment que ces décharges sauvages, la plupart du temps, c'est le fait d'entreprises espagnoles. On n'en a pas vu une déchargée. Nous, on n'a pas eu une. Par contre, on en a vu qui portent les déchets en Espagne. Oui. Du côté espagnol. Alors là, il paraît, et on n'a pas creusé, que, au niveau du code des douanes, il y a une obligation, lorsque on envoie les déchets à l'étranger, de faire des démarches auprès des douanes. On n'a pas que ça à faire, hein, non plus. On est bénévole, on est relativement âgé, c'est un euphémisme. Donc, on va creuser, mais plus tard. Ensuite, là où on n'est pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'on n'est pas en phase, on n'est pas en désaccord, c'est lorsque la Fédération du bâtiment dit qu'il faut suspendre les permis de construire qui n'incluraient pas la mention des destinations des déchets des constructions. Bon. Mais la Fédération du bâtiment, là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Mais dit que ça s'applique seulement aux collectivités. Pour nous, c'est applicable à tout le monde, secteur privé, secteur public. Et puis surtout, il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que le législateur, il a prévu quand même qu'en 2020, c'est-à-dire l'année prochaine, c'est bientôt, il faut qu'il y ait 70% des matériaux issus de la déconstruction qui soient recyclés. Et là, on est vraiment très en deçà de cet objectif-là. On n'a pas du tout. Ici, je sais pas. L'Adréal ou la préfecture pour dire. Voilà. La DDTM, parce qu'on va vous inviter à téléphoner à la DDTM. Oui. Dans le document qu'on a distribué, à l'issue, en bas, vous avez le lien direct sur notre carte interactive. Si vous voulez, vous regardez, vous l'avez là. Et enfin, pour terminer, on voulait insister sur nos liens avec les services de l'État. C'est ça que tout à l'heure on vous a présenté un exemple. Donc, comme on vous l'a dit, on a été reçu à la préfecture à l'époque de Mme Seguin et on a eu une oreille attentive. Il y avait tous les services de l'État, que ce soit l'ADREAL, la DDTM, l'Agence de la biodiversité, etc. Depuis, ils font tous les trois ensemble, ils font des visites de terrain sur nos signalements. Ils font des rapports. Et donc, des fois, c'est l'ADREAL qui rédige le rapport, des fois, c'est la DDTM, des fois, c'est l'Agence de la biodiversité. Et vous imaginez que ces rapports, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous intéressent. Ils nous intéressent surtout quand on va passer au tribunal, parce qu'on sait un petit peu ce qu'on va découvrir, ça nous permet de travailler en amont sur les arguments de nos adversaires, etc. Et puis, ça nous montre comment l'État classe ses signalements, etc. Et donc, on peut se féliciter, certaines fois, de ce travail. On a quelques problèmes, on n'a pas le dire, non pas avec les agents de la DDTM, mais avec la direction de la DDTM. Il nous a fallu 1 an pour être reçus. Il y avait des documents qu'on a demandés depuis 1 an, notamment des documents qu'on avait mis en rouge dans nos courriers, parce que c'était urgent qu'on passait au tribunal. On n'a jamais eu un seul document de la DDTM, on n'a pas de réponse. Donc on ne sait pas. Ils reçoivent les signalements et on ne sait pas comment ils les classent, s'ils y vont. Et quand ils y vont, on le sait parce qu'ils ont été avec d'autres services de l'État qui nous disent on y a été ensemble, etc. Jamais on a un seul résultat. Donc, vous voyez que c'est 2 façons de faire. Nous vous invitons avec insistance à téléphoner à la DDTM pour savoir sur les 3 dossiers qu'on vous a envoyés, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont fait un rapport, est-ce que vous pouvez l'avoir, etc. C'est votre boulot aussi, je veux dire. Voilà. Et vous nous donnerez un bon coup de main. Voilà. En même temps que vous interpellerez un service de l'État. Voilà. Et puis, comme ça, pour les gens qui sont dedans, qui ont des scrupules, qui partagent notre position, etc., et qui sont peut-être un peu coincés dans le service, eh bien, vous leur ferez plaisir aussi. Voilà. Et pour être sûr de bien comprendre, l'ADREAL et l'Agence de la biodiversité jouent le jeu, mais pas la DDTM. L'Agence de la biodiversité, elle est assez souvent, par exemple, au tribunal, elle a été très efficace sur les frères Salaberry. Très, très efficace.
très pédagogique. Quand le dossier est pris en main par la DDTM, là, c'est plus compliqué. Mais c'est-à-dire, elle reçoit notre signalement et on n'a plus aucune nouvelle. Alors, Donc, on sait que parfois, par exemple, tu parles de Cambo, à Cambo, les 3 services de l'État se sont rendus sur des décharges qu'on a signalées. L'Adréal, on lui dit, vous pouvez nous donner le rapport, comme nous nous donnent le rapport ailleurs. Il dit, non, c'est pas nous qui l'avons rédigé, c'est la DDTM. Quand on demande à la DDTM, silence radio. Silence radio, ça fait maintenant plus d'1 an et demi. C'est la DDTM qui rédige tous les rapports? Pas tous, certains rapports, notamment sur quand il y a un cours d'eau, par exemple. Voilà. Donc, quand il y a des problèmes d'urbanisme seulement, par exemple, c'est des thèmes urbanisme. Quand il y a des problèmes de déboisement. C'est des services différents au sein de la DDTM. Il y a plusieurs services. Et donc là, on n'a pas de nouvelles. Donc, voilà, on leur a envoyé une lettre de protestation et on le déplore. Et on leur a dit, ben voilà, nous, on joue le jeu, et ben, à la prochaine conférence de presse, on expliquera ça aux journalistes. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On vous l'explique. Alors, donc, compte sur vous pour prendre le téléphone. Alors, et peut-être que vous aurez plus de chance que nous. Sachant que, en fait, on comprend pas, parce que légalement parlant, le code de l'environnement et le code des relations entre le public et l'administration, c'est moi qui doivent répondre. Ils veulent pas. Donc, on a choisi un dossier emblématique, on a écrit à la DDTM, on a recommandé quelques exceptions, en leur disant si dans un délai de 2 mois, vous ne répondez pas, on saisit la commission d'accès aux documents administratifs, ça va jusqu'au bout. Ce dossier emblématique, vous en avez entendu parler, c'est celui du déboisement du Séquet, qui est en contrebas justement de la zone industrielle de Saint-Étienne, comme il s'appelle, Richebourg. Après l'usine de Richebourg. En descendant vers l'autoroute, où il y a eu 4 hectares déboisés, espace boisé classé par le PLU et SNIEF, et autorisé non pas par la mairie de Bayonne qui s'en est offusquée, mais par le Centre national de la propriété forestière, qui est un organisme public créé par Pisani à l'époque en 63, et qui a la possibilité de déroger sans prévenir les mairies à leurs obligations d'information. Et le code de bonne conduite, parce que les propriétaires s'appuient, et ce centre de la propriété forestière s'appuie sur le code de bonne conduite, prévoit de ne pas toucher au bois classé. Comme ils l'ont montré sur le Séquet. En faisant exactement le contraire sur le Séquet, en déboisant une forêt classée parce qu'il y avait une biodiversité, etc. Et donc, ce qu'on veut savoir, ce qu'ils veulent faire, on pense qu'ils veulent faire de la monoculture. C'est pas de l'eucalyptus, le perche. C'est du pain maritime. Voilà. Et là aussi, impossible pour l'instant, donc on est à la CADA, pour avoir ce plan de reboisement prévu. Voilà. Et donc, et la DDTM a été destinataire de ce plan. On aura du mal à l'avoir par la DDTM, donc voilà, on a tous. Donc, sur la DDTM, on vous conseille donc de téléphoner. Ce qui apparaît, en fait, c'est la difficulté à convenir dans la recherche de réponses plus vertueuses au problème. C'est de se mettre autour de la table et de trouver une complémentarité entre les instances dont ce serait le rôle, non pas que nous soyons, nous, des palliatifs, mais qui est une concertation plus ouverte. Cela dit, avec les instances dont c'est la responsabilité première, et aussi entre les citoyens qui nous inquiétons de ce que nous faisons. Parce qu'en fait, quand on parle de centre d'enfouissement, qui est la solution la plus facile, on peut se poser la question, en fin de compte, quelle est l'alternative? Or, il y a des alternatives. Et le recyclage ferait que, en fait, on aurait moins besoin de ces centres de stockage. Et le recyclage est créateur d'emplois. Nous avons ici 3 maisons qui ont été démolies à 500 mètres d'ici. Il y en a une qui a été désossée, ce qui est un moyen formidable de récupérer du matériel, de formation même pour ceux qui travailleraient à la récupération. Et il y en a 2 autres qui ont été démolies, mais avec
c'était pénible à regarder. Vous avez des cheminées équipées qui ont été, d'un coup de pelle, anéanties. Des balcons qui pourraient resservir. Donc, en même temps, ce serait source de création d'emplois dans le recyclage, de formation. Quand on déconstruit, on apprend en même temps. Or, il y a des personnes qui seraient bien, en plus, satisfaites pour récupérer ce matériel-là, qui n'ont pas l'occasion d'acheter à l'euro même. Mais le problème, c'est une volonté claire et une volonté de la part que nous avons, nous, ne pas être uniquement dans la dénonciation, mais aussi participant dans la résolution et éventuellement dans la mission de propositions concrètes pour être alternatif. Après, dans nos relations sur les services, soyons clairs. Quand on dit qu'avec l'Adréal, ça se passe mieux, l'Adréal peut ne pas être d'accord avec nous. On peut dire, voilà, vu le volume, c'est pas très important, voilà, et puis, les parpaings, c'est moins grave que le plâtre, etc. Voilà. Nous, on peut être plus alarmiste que ça. Donc, on n'est pas, mais, on peut nous dire ça, mais au moins, on a un interlocuteur, on a quelqu'un qui nous écoute, et quand on lui téléphone, par exemple, on nous donne des renseignements. Voilà. On est en désaccord, par exemple, sur la notion de remise en état. Pour eux, il suffit de confiner la zone polluée, entre guillemets. Pour nous, il faut remettre à l'état originel. Il y a des législations qui permettent de dire, voilà, il y a là toute une série de produits polluants, on les recouvre d'une couche d'argile, ça suffit. Et l'Adréal peut nous dire, ça suffit. Et nous, on dit, c'est le problème de la crotte du chat en dessous de la terre. Mais voilà, surtout quand c'est pratiquement sur un ruisseau, comme pour Arbichat, par exemple. Voilà. Donc, on peut avoir des désaccords. Voilà, mais sur la notion de remise en état. La porte ouverte mais à la continuation du système. Si l'entreprise sait que il suffira de couvrir de 50 cm, parfois c'est 15 cm, de couvrir la pollution, et c'est une porte ouverte à la continuité. C'est-à-dire que chacun, un petit peu, à jouer derrière son petit doigt, quoi. Mais c'est le propre problème du système matériel. Parce qu'en fin de compte, on parlait de la fédération de BTP, s'arrange bien de ce système-là. Parce que le jour où on ira au tribunal, la fédération va aussi défendre ces corporatistes, c'est naturel, ceux qui sont des brebis galeuses, appelés par la fédération elle-même des brebis galeuses. Mais quelque part, c'est pas clair, quoi. Ça veut dire que si c'est gratuit, c'est les services de l'État qui vont être gratuits. C'est pas les SDI privés. Donc, dans 4-5 ans, on dira, qu'est-ce que ça nous coûte de l'argent, le service public? Parce que si c'est le service public, c'est nous qui allons payer. Voilà. Et on va nous dire, qu'est-ce que ça coûte de l'argent? Et on nous montrera du doigt, comme on montre la SNCF, ou comme on montre la RATP, etc., comme quelque chose à abattre. Donc, je pense que au service public, il faut réfléchir aussi un petit peu à leur donner aussi la capacité d'avoir une rentabilité. Nous, on préfère que ce soit les services publics partout. Parce que vous imaginez que la surveillance d'une USDI privée, c'est pas pareil qu'une USDI publique. C'est-à-dire qu'on peut peut-être, avec nos mauvaises intentions, comme on a, en cas, on a toujours, comme ça, on peut penser qu'une USDI privée va s'arranger, il va y avoir des camions qui vont peut-être passer sur la bascule ou sans le machin, que les copains, ils vont pouvoir, apporter leurs trucs et pas les autres, qu'il y aura peut-être des mélanges qu'il ne faut pas, mais qu'on ne saura jamais, etc. Ça peut arriver dans le public, mais il y a une certaine indépendance. On préfère le public. Mais si le public, on lui empêche tout apport d'argent, ben, ça va devenir minable. Et donc, ou alors, ça va nous coûter de l'argent et on va dire que ça coûte trop cher. Donc, on a nous une réflexion là-dessus. Est-ce que c'est pas pareil que pour le transport. Le transport, on peut dire, ben c'est gratos, et ça va, les gens ils vont abandonner la voiture, etc. Là, c'est
c'est un cadeau qu'on fait au BTP, qui est payé par le contribuable, et qu'un jour, on va dire que c'est exorbitant, que c'est encore la méthode française de... Car la gratuité, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a un coût souvent transféré à la puissance publique. Donc, c'est antinomique quand on dit, et je pense que c'est simpliste, mais le pollueur doit payer, ça c'est le contraire. Donc, ce qui inciterait à poursuivre dans le système. Ce qui est intéressant, c'est de recycler, création d'emplois, non-pollution, et petit à petit, à ne pas émettre des produits qui ne sont pas recyclables. Parce que sinon, c'est une chose sans fin. C'est-à-dire que là, on intervient un petit peu en palliatif, en réponse à des dysfonctionnements d'un système. Mais si on ne coupe pas le robinet, eh bien, notre action, elle sera permanente.